Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. 22 wilayas placés en vigilance orange par l'Office national de la météorologie qui prévoit des chutes de neige dont l'épaisseur oscillera entre 10 et 20 cm sur les reliefs du centre et l'est du pays. Après plusieurs tests, la ligne ferroviaire à double voie reliant le port de Djenjen au complexe sidérurgique de Belara est enfin opérationnelle. Elle permettra dans un premier temps de transporter près de 3000 tonnes de fer brut par jour sur une distance de 50 km. Sport avec la victoire de la sélection algérienne des joueurs locaux qui a terminé en tête du groupe A du CHAN 2022 après sa victoire contre le Mozambique en match disputé hier soir au stade Nelson Mandela de Barapi. Un reportage ce matin sur l'importance de la musique dans l'éducation dans l'objectif de reconquérir l'attention des enfants en les poussant à rompre avec l'addiction aux écrans. Bienvenue à tous. Enfin, de la neige sur les reliefs du centre et l'est du pays dépassant les 800 mètres d'altitude dont l'épaisseur oscillera entre 10 et 20 cm, notamment dans la wilaya de Constantine. Elle a gagné localement des altitudes plus basses. L'Office national de la météorologie a émis un bulletin météorologique spécial plaçant vigilance orange 22 wilayas, un bulletin valide jusqu'à cet après-midi. Parmi ces wilayas, donc celle de Médéa, où un dispositif d'assistance aux usagers de la route a été mis en place par la protection civile sur les principaux axes routiers de la wilaya en raison des perturbations de circulation qu'a engendré les importantes chutes de neige enregistrées depuis mercredi dernier. Et avec nous en direct, Ouaria Ben Rekta, ingénieur prévisionniste à l'Office national de météorologie. Madame Ben Rekta, bonjour. À quoi nous devrions nous attendre dans les prochaines heures, voire les prochains jours ? Alors effectivement, la situation météorologique va persister sur les régions centre et est du pays les jours à venir. Donc on sera toujours sous l'influence d'une situation instable, donc une succession de perturbations qui va nous intéresser, une succession d'air froid, de pénétration d'air froid sur les régions centre et est du pays. Et pour cela, Météo Algérie maintient des pluies assez marquées, assez soutenues sur les régions centre et est du pays, et aussi elle maintient la continuité des chutes de neige sur les reliefs du centre et de l'est du pays entre 600 et même 700 mètres d'altitude pour les heures à venir et même pour la journée de demain, Inch'Allah, le lundi. Donc il y a autre chose aussi, Météo Algérie, elle prévoit l'arrivée d'une vague de froid. Donc les températures maximales vont tout de même sensiblement baisser à 6 à 5 degrés, même à 4 degrés Celsius sur certaines régions. Et les températures minimales aussi, elles vont être très basses, donc quelques moins 4 à moins 5 degrés Celsius prévus sur les régions de l'intérieur, les hauts plateaux du centre et de l'est du pays pour cette journée, pour le lundi et même pour le mardi. Donc l'air froid va persister sur ces régions, Inch'Allah. Merci à vous, Madame Ouaria Ben Rekta. Je rappelle que vous êtes ingénieur prévisionniste à l'Office national de météorologie. Et en raison de ces mauvaises conditions météorologiques défavorables, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé ce dimanche des perturbations dans son programme de et vers les aéroports de Constantine et Batna. Cette alerte demeure en vigueur jusqu'à amélioration des conditions météorologiques. Et puis le retour de la pluie annonce une saison agricole prometteuse. Les agriculteurs de la wilaya de Constantine semblent soulagés et prêts à travailler la terre pour assurer une production abondante. Raouf Hamouch.
Les précipitations enregistrées ces derniers jours sont une bénédiction pour les agriculteurs de la wilaya de Constantine, notamment ceux de la commune de Ain Abid. Des pluies salvatrices tombées à point nommé pour sauver une saison agricole qui a été marquée récemment par une longue période de sécheresse. La pluie est de retour, Dieu merci, c'est une bénédiction divine. Ici, nous privilégions les cultures céréalières comme le blé tendre, le blé dur et l'orge. Nous sommes vraiment soulagés avec le retour des pluies, nous pouvons aujourd'hui atteindre nos objectifs. Un optimisme légitime, surtout avec ces dernières pluies, ce qui permet d'espérer une bonne saison dans une région réputée pour sa forte production céréalière. Nous sommes à Ain Abid, une commune qui est connue pour sa production céréalière, et ce au niveau national. Comme vous le voyez, plus de 18 000 hectares ont été réservés à la céréaliculture sur une superficie totale de 22 000 hectares. Nous pouvons atteindre nos objectifs à condition qu'il continue de pleuvoir. Ici, le savoir-faire des agriculteurs n'est plus à démontrer. Que voulez-vous ? Il y a des années avec et d'autres années sans. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Des pluies salvatrices mais insuffisantes, d'après les spécialistes qui appellent à l'utilisation des techniques d'irrigation d'appoint modernes, ainsi que la rationalisation de l'eau. Une eau précieuse devenue ces dernières années une denrée rare. Le complexe sidérurgique Algerian Qatari Steel reçoit ses premières cargaisons de fer brut par train. Depuis le port de Djenjen, le volume de matières premières transportées par cette ligne ferroviaire est appelé à se multiplier pour répondre à la demande du complexe estimée à 10 500 tonnes par jour. Il faut savoir que l'exploitation de cette ligne allégera la pression sur la route Djidjel El Milia en plus de son impact sur l'environnement. Les détails avec Walid Yousfi. Après plusieurs tests, la ligne ferroviaire à double voie reliant le port de Djenjen au complexe sidérurgique de Bellara est enfin opérationnelle. Elle permettra dans un premier temps de transporter près de 3000 tonnes de fer brut par jour sur une distance de 50 km avec possibilité d'augmenter la charge dans une deuxième phase. Après qu'on se soit mis d'accord avec les différentes parties concernées, nous avons programmé le départ de 2 trains à partir de la station de Djenjen vers l'usine de Bellara sur une distance de 50 km, avec au total 30 wagons de 1500 tonnes chacun. De quoi atteindre les objectifs du programme annuel établi et atteindre les 2 millions de tonnes par an dans un premier temps et réduire par la même occasion la pression sur la route reliant Djidjel et Milia. Un projet d'une grande envergure qui permettra d'insuffler une nouvelle dynamique au complexe sidérurgique de Bellara, facilitant ainsi le transport de sa marchandise. L'entrée en service du train est un véritable acquis pour nous. Il y aura 6 départs par jour. C'est suffisant pour que le programme du complexe soit rentable. On reçoit la matière première du port, puis on transporte le tout à l'unité de production. Notre capacité de traitement est de 3500 tonnes par heure. Depuis novembre dernier, un projet d'extension du complexe sidérurgique de Bellara est en cours d'élaboration, ce qui permettra de créer plus de 1000 emplois directs, d'augmenter les capacités de production du complexe et d'approvisionner le marché avec une large palette de produits. Dans la wilaya de Mila, une vaste opération de recensement du foncier a été menée au niveau de la zone industrielle pour déterminer le nombre d'assiettes foncières afin de les récupérer, de les intégrer à l'offre immobilière destinée à l'investissement. Amina Batouche, Marim Damis. Au niveau de la zone industrielle de Mila, la commission chargée de l'assainissement du foncier industriel a recensé et récupéré plusieurs assiettes foncières inoccupées. Une opération qui aura sans aucun doute un impact positif sur l'économie nationale. Nous avons récupéré 79 assiettes foncières, d'une superficie totale de 83,64 hectares, soit 22 assiettes à l'extérieur de la zone d'activité, d'une superficie de 51 hectares et 57 autres assiettes foncières à l'intérieur de la zone industrielle, d'une superficie de 32 hectares.
Disposant d'un fort potentiel industriel, la nouvelle zone d'activité de Bourrana attire déjà de nombreux opérateurs économiques pressés de se lancer dans des investissements productifs. Nous avons bénéficié d'une assiette foncière au niveau de la zone industrielle Bourrana. Nous avons lancé notre activité, à savoir la production de céramique. En tant qu'investisseurs, nous ambitionnons de contribuer à la création de la richesse et de booster l'économie locale et nationale. Cette région dispose de 247 hectares, dont 288 assiettes foncières ont été octroyées à 64 investisseurs. Selon les déclarations des investisseurs, plus de 8 900 nouveaux postes d'emploi ont été créés dans la région. L'opération de recensement se poursuit pour soutenir les véritables investisseurs afin de concrétiser leurs projets sur le terrain. Développement à présent, les panneaux composites de fibres de bois à densité moyenne, autrefois importés à des coûts faramineux, sont désormais fabriqués localement. Dans une usine implantée dans la wilaya de Taraf, l'usine a bénéficié d'un permis d'exploitation qui lui a permis de répondre aux besoins du marché local et vise aujourd'hui l'exportation de ces produits. Mejda Jahmoun, Rida Tibermassina. Il s'agit là du premier projet dans le monde arabe et du deuxième du genre en Afrique. Implantée dans la wilaya de Taraf, cette usine de production des panneaux composites de fibres de bois à densité moyenne couvre déjà les besoins du marché local en panneaux isolant fibres de bois et ambitionne d'exporter prochainement ces produits. Comme ce produit est importé et pour réduire la facture des importations, nous le produisons localement. Après avoir bénéficié d'un permis d'exploitation suite aux directives du président de la République et ceux du Premier ministre, nous parviendrons à l'autosuffisance durant l'année en cours et couvrirons la totalité des besoins nationaux et après cela, nous nous lancerons dans l'exportation. Si dans un premier temps, cette usine a recruté 250 employés, elle compte dans un futur proche augmenter le nombre de ses effectifs et développer sa capacité de production qui dépasse à l'heure actuelle les 250 mètres cubes jour. Je viens de la commune de Zitouna. Après l'obtention de mon diplôme de l'université de Annaba en ingénierie mécanique, j'ai rejoint cette usine en 2019. Un groupe de techniciens allemands, chinois et malais ont lancé cette usine et nous ont formés par la suite pour assurer la relève. Cette usine a permis aux jeunes fraîchement diplômés de mettre en avant leurs compétences auprès des spécialistes européens. Cette unité de production a bénéficié de l'accompagnement de l'État qui lui a été précieux pour booster sa production. Cette unité a été accompagnée par les autorités locales en application de l'instruction du président de la République pour la levée des entraves administratives. Nous avons obtenu le permis d'exploitation et nous nous sommes lancés dans la production des panneaux en quantité suffisante. Un projet ambitieux qui réduit le coût des importations et permet aux jeunes diplômés de décrocher des postes d'emploi stables. Dans l'actualité également, le début hier à Dakhla, dans les camps des réfugiés sahraouis, du vote pour élire les membres du secrétariat national pour choisir 27 membres formant le secrétariat national. La liste officielle comporte 181 candidats. Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces de l'occupation marocaine qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier de nouvelles attaques ciblant contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine dans le secteur de Mahbes et Fersiya. Dans le dossier marocain, le Maroc Gate continue à faire la une de certains médias. Les révélations s'enchaînent et les condamnations se multiplient. Des condamnations saluées dans le dernier rapport d'Amnesty International. Les détails avec Mejda Jahmoun. Le Maroc Gate est l'un des épisodes qui illustre à quel point le Merzane est prêt à tout se permettre pour arriver à ses fins. Mais le temps de l'impunité semble terminé pour ce régime qui continue de violer les droits de l'homme. En effet, la liberté de la presse au Maroc a été vivement critiquée par les députés européens
356 parlementaires européens sur 430 votants ont condamné la situation de la presse au Maroc, classée 135 sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Les parlementaires européens demandent instantanément aux autorités marocaines de respecter la liberté d'expression et la liberté des médias et de garantir un procès équitable aux journalistes incarcérés, notamment pour le cas de Omar Radi, journaliste connu pour ses positions critiques envers le Makhzen. D'autre part, le vaste réseau de corruption de députés destiné à influencer les décisions de l'Union européenne en faveur du Maroc continue de faire la une des médias. Les députés se disent profondément préoccupés par ce scandale. Ces condamnations de l'Union européenne ont été saluées dans le dernier rapport d'Amnesty International. Et en Espagne, l'étau se resserre contre le gouvernement Sanchez. Les Espagnols battent le pavé depuis plusieurs jours pour dénoncer une politique économique obsolète et une diplomatie hasardeuse. Les détails avec Mrim Damis. Depuis plusieurs jours, l'Espagne vit au rythme des manifestations. Plus de 30 000 personnes ont manifesté à Madrid contre le gouvernement du Premier ministre Pedro Sánchez. Les manifestants ont brandi des drapeaux espagnols et réclamé la démission de Sánchez. La droite espagnole est outrée par la décision du gouvernement d'abolir le délit de sédition, principal chef d'inculpation ayant visé 9 dirigeants indépendantistes catalans condamnés à des peines de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. En juillet dernier, l'inflation en Espagne avait atteint près de 11%. Selon un rapport de l'organisation caritative Caritas, 3 familles espagnoles sur 10 n'ont pas les ressources financières nécessaires pour maintenir des conditions de vie dignes. Concernant la question sahraoui, le changement de position du Premier ministre a été dénoncé par les Espagnols, un volte-face diplomatique qui a coûté cher à Sánchez. En effet, les parlementaires avaient rejeté le revirement de position de Madrid à la faveur du Maroc et accusé le chef du gouvernement d'avoir abandonné une position historique de neutralité à l'égard du conflit. Retour en Algérie. La sélection algérienne des joueurs locaux a terminé en tête du groupe A du championnat d'Afrique des Nations 2022 après sa victoire contre le Mozambique en match disputé hier soir au stade Nelson Mandela de Baraki pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase de poule. Retour sur ce match avec Riyad Belkhatim. Mission accomplie pour la team de Majid Bouguera. La sélection algérienne des joueurs locaux termine en tête du groupe A après sa victoire 1-0 contre le Mozambique. Une première place qui lui permettra de rester au stade Nelson Mandela où elle reste invaincue, ce qui ravit l'entraîneur national. Content de la victoire, content des 3 points, content des 9 points, content de ne pas prendre de but. Voilà, et content aussi d'avoir donné l'opportunité à d'autres joueurs de rester concernés pour cette compétition et de faire appel à eux ou de jouer en cas de truc. Donc, mais voilà, l'état d'esprit, ils ont rien lâché jusqu'au bout. Ça c'est très bien. Une compétition, ça se gagne. Voilà. Donc bravo aux joueurs. Et maintenant le plus dur reste à faire. On est en quart de finale. Idem pour les Mozambicains, qualifiés également. Ils terminent 2e de ce groupe. Ils iront à Constantine disputer leur quart de finale. Cela sera contre le premier qualifié du groupe C. Bouguera a effectué un grand turnover pour disputer ce 3e match. Il a choisi de laisser au repos pas moins de 8 titulaires habituels en offrant la chance à 8 remplaçants qui avaient jusque-là peu ou pas joué. Le but pour le coach, faire gagner du temps de jeu à ses jokers, mais aussi de la confiance et des sensations dans ce magnifique stade Mandela où les Verts commencent à trouver leurs repères. Les coéquipiers d'Alexis Gendouzi ont trouvé le chemin défilé très tôt dans la rencontre. Dès la 7e minute de jeu, grâce à Houssine Dehiri, le joueur de Paradou, qui a placé une belle tête croisée au point de pénalty après un corner bien tiré par Akram Jahnit. Après ce but, plus rien ne sera marqué là encore. L'arbitre soudanais, Mahmoud El-Mahloul Ismail, a sifflé la fin du match sur une courte mais précieuse victoire des Verts 1-0, une victoire qui les qualifie, ainsi que le Mozambique, une première historique pour les Mambas.
On arrive au programme du jour du Chan, 2 rencontres décisives de la 3e journée du groupe B du championnat d'Afrique des Nations de football 2022 au stade 19 mai 1956 d'Annaba. La rencontre Sénégal, RD Congo à 20h et puis au stade Nelson Mandela de Baraki, Ouganda, Côte d'Ivoire à 20h. On s'intéresse de près à ce classement du prestigieux journal américain, le New York Times, un classement qui place le Tassili Najer parmi les 52 destinations à visiter absolument en 2023, un marketing territorial pour la destination Algérie qui tombe à point nommé après les dernières facilitations décidées par les pouvoirs publics pour accorder les visas aux touristes étrangers au niveau des aéroports. Les détails avec Walid Yousfi. Le New York Times a tranché. Le Tassili Najer fait partie désormais des destinations à visiter en 2023. Les raisons sont nombreuses. L'article dans le Tassili Najer. Et là, ce tableau il représente une scène pastorale où on voit des personnages avec les bifs et les girafes. Dans le côté beaucoup de gens, je l'ai confirmé avec les gens du groupe, qui attire beaucoup de gens qui viennent ici, pas pour le désert, pas pour les... Mais il y a une autre dimension. C'est la paix intérieure. On a l'impression qu'on se retrouve soi-même. Le Tassili Najer, plus que jamais accessible aux touristes étrangers. En effet, ces touristes peuvent se réjouir après les dernières décisions prises par le ministère de l'Intérieur. Les visas leur sont accordés à leur arrivée. On a des facilités pour obtenir nos visas depuis peu de temps, mais il faudrait que ce soit encore mieux et encore plus. Et surtout, on a vu que maintenant, c'est très facile d'obtenir le visa parce qu'on arrive directement à la douane, n'importe quelle douane, et on peut obtenir le visa sans passer par l'ambassade. Mais visiter le Tassili Najer ne se fait pas. Nouvelle découverte. On n'en a jamais satisfait de ce qu'on a vu la première fois. Chaque fois qu'on vient, encore on a envie de revenir, encore de redécouvrir parce que chaque fois il y a encore de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle découverte.
Quelle est l'importance de la musique dans l'éducation? On va y répondre dans ce reportage réalisé dans une école privée dans la capitale qui a consacré un atelier de musique aux écoliers afin de les initier à la musique andalouse. Objectif, préserver le patrimoine musical algérien, mais aussi reconquérir l'attention des enfants afin qu'ils puissent rompre avec l'addiction aux écrans. Reportage de Semia Baroura. Khalil interprète un Krissi Mouel et Krissi Sika sous l'œil bienveillant de son professeur de musique. Un moment de relaxation et d'évasion pour ce petit et ses camarades. Ça déstresse déjà et aussi j'aime bien, j'apprends de nouveaux trucs. Et j'apprends aussi la culture algérienne parce que quand même c'est important de savoir nos cultures de mon pays. Plusieurs études montrent les bienfaits de la musique et des arts pour les enfants. Au-delà de la relaxation, elle permet de vivre et partager des sentiments que nous ne pouvons pas exprimer par le langage. Elle crée aussi une base pour les apprentissages du vocabulaire et du langage, ainsi que les langues étrangères. C'est pour cette raison que Mouloud Laïeb continue à transmettre ses acquis, sa richesse musicale et son savoir-faire avec beaucoup de passion et délicatesse. Donc, mon message pour les parents, c'est de remplacer le portable, le téléphone portable ou l'ordinateur, tout ça, avec cette discipline, cette thérapie. Donc, c'est plus bénéfique pour l'enfant. تعلمت لا فلوت شوية بيانو جيتارة وعود. J'aime la flûte et le piano. J'ai commencé vers 9 ans. La flûte, ça fait depuis 1 an que je fais de la flûte. Et ça fait depuis... Et j'ai déjà appris 3 musiques qui sont un petit peu difficiles pour moi, mais je les ai quand même appris. Le fruit de son travail est là, avec la création de cette chorale qui fait honneur à l'école et au maître. On a interprété des musiques du patrimoine algérien. J'ai fait partie de cette chorale créée par mon prof de musique et je suis très joyeuse de participer dans cette chorale. Ce qui est bien, c'est comme on a beaucoup d'heures de cours, donc quand on a un cours de musique, ça nous permet de s'évader de cet environnement de scolarité et on se distrait un peu. On se change les idées. قم ترى متى نستريح لا دلني شرب العشية des notes ou des inqilabat que ces enfants maîtrisent parfaitement aujourd'hui. Une façon de préserver notre patrimoine andalou grâce à ces petites mains chargées de talent. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Largui. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.